Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. L'émission de ce matin sera consacrée entièrement à ce conflit entre, d'une part, l'État dominicain, je pose mes mots, et la population civile du nord-est d'Haïti, autour d'un cours d'eau transfrontalier, autour de la rivière Massacre, telle que les Haïtiens l'ont toujours appelée, ou de la rivière Dajabon, telle que les Dominicains l'appellent. Nous verrons que, du point de vue du droit international, il ne devrait même pas y avoir débat, parce que, d'une part, les deux États, l'État dominicain et l'État haïtien ont signé un accord bilatéral, cela va sans dire, depuis les années 20, accord renouvelé ou, si vous voulez, bonifié dans les années 30. Et la République dominicaine, jusque-là, semblait respecter à la fois cet accord bilatéral et l'esprit même du droit international en la matière. À preuve, la République dominicaine a effectué pas moins d'une dizaine d'ouvrages autour de la rivière Massacre ou de la rivière Dajabon, sans opposition aucune de la part de l'État haïtien, parce que ces ouvrages de la République dominicaine qui servaient essentiellement à irriguer ces terres agricoles respectent l'esprit même des accords bilatéraux entre la République dominicaine et l'État haïtien. Eh bien, l'État haïtien a choisi, sous le gouvernement de feu Jovenel Moïse, de lancer des travaux de manière à irriguer des terres agricoles haïtiennes en se servant justement du cours d'eau de la rivière Massacre.
Dès le lancement de ce projet, la République dominicaine s'y était opposée. Les deux États ont formé une commission et la République dominicaine a réalisé qu'il n'y avait pas matière à fouetter un chat et que l'État haïtien était dans ses droits d'effectuer des travaux en vue d'irriguer des terres de la région de Maribou, du département du Nord-Est, en partant justement de la rivière Massacre. Ces travaux ont été interrompus à cause de l'assassinat crapuleux du président Jovenel et tout récemment, ça c'est important, la population civile haïtienne a décidé de reprendre les travaux tels qu'ils ont été laissés par feu le président Jovenel Moïse, toujours dans la même intention, irriguer quelque chose comme 300 hectares de terre dans la région de Maribou, dans le nord-est du pays. Dès que la population civile, et les mots sont importants ici, ce n'est pas l'État haïtien, car je considère qu'hélas qu'il n'y a pas d'État haïtien, ce n'est pas le gouvernement haïtien, je considère hélas qu'il n'y a pas de gouvernement haïtien, et c'est important de noter cela parce que Haïti est le théâtre d'une nouvelle théorie. On n'est plus en Haïti dans la néocolonisation, on est dans l'hypercolonisation. Donc, les théoriciens de la géopolitique sont en train de tester un nouveau concept. On est passé de la colonisation jusque dans les années 50 à la néocolonisation, jusqu'à tout récemment. Et en Haïti, on est en train, n'est-ce pas, de sonder, on est en train de tester une nouvelle théorie qu'on appelle l'hypercolonisation. Et je vous dirai ce qu'elle est, cette hypercolonisation. Donc, alors, je dis, la population civile du Nord-Est, la population civile de la ville de Ouadamette ou de la région de Maribou, ont décidé, enfin la population a décidé de relancer les travaux qui ont été abandonnés à l'assassinat du président Jovenel. Et dès que la population civile a relancé les travaux, la République dominicaine y est allée d'opposition verbale à une opposition plus ferme. La République dominicaine a choisi unilatéralement de fermer ses frontières, de couper tout commerce avec l'État haïtien, voire de rompre tout service consulaire avec l'État haïtien, en sorte que le président dominicain a choisi de ne plus émettre, n'est-ce pas, de visa à quelques ressortissants haïtiens vivant en Haïti. Je vous le disais, s'il ne s'agissait que du droit international, il n'y aurait même pas matière à débat, car la population civile haïtienne ne viole aucun principe. Nous allons les voir, ces trois principes du droit international au regard de rivières transfrontalières ou de cours d'eau transfrontaliers. Donc, au regard du droit international, la population civile haïtienne n'a violé aucun principe, aucune règle. La population haïtienne n'a pas violé non plus les accords bilatéraux signés ou passés entre, d'une part, l'État dominicain et l'État haïtien. Mais vous notez quelque chose. Tandis que, en ce qui concerne la République dominicaine, je parle de l'État dominicain. En ce qui concerne Haïti, je parle de la population civile haïtienne. C'est triste, mais c'est vrai. C'est triste, mais c'est juste. Nous n'avons pas d'État qui prenne position pour nous, la population civile haïtienne. Nous n'avons pas de gouvernement qui mène une politique publique pro-haïtienne. On dirait qu'en Haïti, il y a des gens que les nations malveillantes, les nations occidentales blanches malveillantes, choisissent d'établir sur ce territoire qu'on appelle Haïti. Donc, il y a ces gens-là. Et la communauté des nations malveillantes continue à appeler ces gens-là des ministres, des premiers ministres, de gouvernement ou l'État. Tandis que la population haïtienne, elle ignore ces gens-là. Parce que la population civile haïtienne dit, ce n'est pas moi qui ai choisi ces gens-là. Ce n'est pas nous qui avons voté pour eux. De toute manière, il n'y a pas d'élus en Haïti depuis plusieurs années maintenant. Et donc, la communauté des nations malveillantes peut continuer à choisir de nous imposer des dirigeants que nous ne voulons pas,
Mais nous allons continuer à prendre nos décisions en fonction de nos intérêts. Et c'est ainsi donc que la population civile haïtienne de la région du Nord-Est, du département du Nord-Est, de la ville de Ouanamet ou de la région, n'est-ce pas, de Maribou, cette population-là a choisi de continuer ses travaux, enfin, un canal, à même la rivière Massacre, pardon, de manière à irriguer ces terres agricoles. On va donc tester cette théorie de l'hypercolonisation. Comment les nations malveillantes, les nations occidentales malveillantes, anciennement des nations colonisatrices, qui ne peuvent pas se passer de la main-d'œuvre, qui ne peuvent pas se passer des ressources naturelles des pays anciennement colonisés, ces pays anciennement colonisateurs testent toutes sortes de théories. À la fin de la colonisation, ces pays-là ont testé la néocolonisation, et la néocolonisation est en train, n'est-ce pas, de toucher, si vous voulez, à sa fin de vie utile. On voit cela en Afrique, avec les pays qui faisaient partie de la France-Afrique, tels que Charles de Gaulle et son homme de main, n'est-ce pas, ce salopard de première qu'on appelle Jacques Rocard, tel que eux avaient conçu le rapport entre l'Afrique et la France. Donc, nous sommes en train d'assister à la fin de la vie utile de la France-Afrique, qui est caractérisée par la néocolonisation. Et là, on est en train de tester autre chose, depuis 2004, en Haïti, ce qu'on appelle l'hypercolonisation. On verra en quoi la colonisation se distingue de la néocolonisation et comment la néocolonisation se distingue de l'hypercolonisation. On l'a essayé en Haïti. On voit que ça porte des fruits amers pour la population haïtienne, on s'en fout, mais des fruits qui rapportent aux pays, n'est-ce pas, malveillants comme le Canada, les États-Unis, la France. Et là, on a transposé cette hypercolonisation en Libye, on l'a transposé en Irak et on est en train de tester cette hypercolonisation dans d'autres pays africains. C'est au point où les pays africains commencent à dire non. Et on voit toute la débandade, on voit toute la désolation de l'élite politicienne de la France. Voilà pourquoi ce qu'on va étudier en Haïti aujourd'hui permettra de comprendre ce qui est en train de se passer en Afrique. Il ne faut jamais l'oublier. Quand on analyse Haïti, on analyse l'Afrique. Car il ne faut jamais abandonner un continent au profit d'une île, Haïti, pas plus qu'il ne faut jamais abandonner l'île au profit du continent, puisque Haïti, si vous voulez, c'est une extension de l'Afrique en Amérique. Donc, en décortiquant, en analysant ce qui est en train de se passer maintenant entre l'État dominicain et la population civile haïtienne, puisque l'État haïtien n'existe pas, ainsi l'ont voulu des nations malveillantes comme les États-Unis, la France et le Canada, cela nous permettra de comprendre ce qui se prépare pour les pays africains, puisqu'on l'a testé, entre autres, n'est-ce pas, en Libye. Tout un programme, me direz-vous, avec raison. Ce qui distingue notre chaîne de toute autre chaîne, c'est notre volonté de prendre un fait social, c'est notre volonté de prendre un fait politique, c'est notre volonté de prendre un fait économique et de le placer dans un contexte de géopolitique, de le placer dans un contexte de géostratégie. Quand on ne regarde que l'arbre haïtien, on risque de perdre de vue tout ce qui est autour de l'arbre. C'est-à-dire les nations malveillantes qui agitent, n'est-ce pas, qui tirent les ficelles de manière à ce que justement on ne comprenne pas tout. Eh bien, mon privilège, c'est de vous dire, oui, on va analyser l'arbre, mais il faut toujours placer l'arbre dans le contexte de la forêt, de la géopolitique ou de la géostratégie internationale. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Nous allons nous dire les vraies affaires dans ce conflit entre la population civile haïtienne. Les mots sont importants
car l'État haïtien n'existe pas et l'État dominicain, et cela nous permettra de comprendre ce que les théoriciens de l'hypercolonisation sont en train de préparer pour d'autres pays noirs, les pays africains qui sont extrêmement riches, mais dont les populations sont appauvries par les États-Unis, la France, le Canada, toujours les mêmes pays malveillants. On s'arrête ici, je vous reviens après la pause que voici, c'est promis, à tout à l'heure. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Alors, avant la pause, nous avions mis la table du sujet et nous vous avions offert un aperçu des enjeux qui se cachent derrière ce conflit qui n'aurait jamais dû avoir lieu du point de vue du droit transnational ou du droit international, on le verra. Et j'ai dit qu'au-delà du conflit créé par l'État dominicain et la population civile haïtienne, se cachent, si vous voulez, des implications de l'hypercolonisation, théorie qu'on est en train de tester en Haïti. Et donc, nous allons vous aider à comprendre ce qui est en train de se faire là, dans le nord-est d'Haïti, dans la ville de Ouanamètre, dans la région de Maribou, où la population civile cherche à irriguer quelque chose comme 3000 hectares de terres agricoles. Et en comprenant cela, en décortiquant ce conflit, nous vous aiderons tout simplement à comprendre ce qui se prépare pour d'autres pays noirs. En ce qui a trait au conflit en tant que tel entourant la rivière Massacre, je voudrais rendre hommage à un excellent article qui est rédigé par le docteur Mesmi Marie Fleurant, qui est professeur, je crois, dans la région du Nord-Est. Il est vice-recteur à la recherche à l'Université publique du Nord-Est à Fort-Liberté. Donc, lui-même, il voit la chose tous les jours puisqu'il enseigne dans une université dans le département du Nord-Est. Et son érudition transpire à travers cet article dont je vous recommande la lecture. D'ailleurs, je vous lis le titre. « Comprendre la question du canal d'irrigation sur la rivière Massacre au regard du droit international ». Eh bien, Mesmi Marie Fleurant, PhD, a publié cet article le 13 septembre dernier. Donc, c'est tout chaud. Bon. Alors, le professeur Fleurant rappelle que la rivière Massacre est l'objet d'accords bilatéraux entre l'État dominicain et l'État haïtien
et cela depuis les années 1920. Donc je vous donne la date exacte. Dès 1929, nous dit le professeur, mais il y a eu des accords signés entre, d'une part, l'État haïtien et la République dominicaine. Et qu'est-ce que prévoit cet accord dans l'esprit même du droit international en la matière, droit international qui va faire l'objet d'accords dans les années 97 aux Nations Unies? Eh bien, qu'est-ce que prévoient ces accords bilatéraux passés notamment en 1929 et en 1935 entre l'État haïtien et la République dominicaine? Eh bien, ces accords prévoient le droit par l'État dominicain et l'État haïtien d'utiliser le cours ou les cours de la rivière Massacre. C'est-à-dire, la rivière Massacre est à proprement parler un cours d'eau transfrontalier, un cours d'eau transnational, c'est-à-dire il appartient autant à l'État dominicain qu'à l'État haïtien, et autant les Dominicains que les Haïtiens ont le droit de l'utiliser. C'est à ce point vrai que la République dominicaine elle-même, donc l'État dominicain, a effectué 11 travaux. L'État dominicain a effectué 11 prises sur la rivière Massacre ou la rivière d'Abon, telle que les Dominicains l'appellent, et l'État haïtien ne s'y est jamais objecté, puisque ces prises-là de l'État dominicain, ces travaux effectués par l'État dominicain respectent l'esprit à la fois des accords bilatéraux passés entre les deux États, cela va sans dire, mais également l'esprit du droit international en la matière. Quels sont les grands principes du droit international en matière de cours d'eau transfrontaliers, en matière de cours d'eau, n'est-ce pas, transnational? D'abord, c'est le droit pour chaque pays d'utiliser ce cours d'eau. C'est-à-dire, le cours d'eau n'appartient pas plus aux Dominicains qu'il n'appartient aux Haïtiens. Chacun a le droit de l'utiliser. Donc, il y a un droit que et les Haïtiens et les Dominicains détiennent sur ce cours d'eau, parce que ce cours d'eau appartient aux deux territoires, ce cours d'eau appartient aux deux républiques. Le deuxième principe en matière de droit international, c'est de ne pas faire un usage abusif. C'est-à-dire, lorsque vous allez utiliser ce cours d'eau-là, eh bien, votre usage ne doit pas faire préjudice. Votre usage ne doit pas causer des dommages, n'est-ce pas, à l'autre partie. Jusque-là, on l'a vu, les 11 travaux qu'a effectué la République dominicaine sur la rivière Massacre ou sur la rivière d'Abon, ces prises-là n'ont pas fait l'objet d'objections de la part de l'État haïtien, parce que cet usage n'est ni abusif ni dommageable pour l'État haïtien. Le troisième principe établi par le droit international, mais c'est la coopération. C'est-à-dire, lorsque telle partie va lancer des ouvrages, même si cette partie-là n'a pas besoin de l'autorisation de l'autre partie, si son utilisation de ce cours d'eau pose problème, si son utilisation de ce cours d'eau suscite des inquiétudes de la part de l'autre partie, eh bien, il est recommandé aux deux parties de coopérer de manière à parvenir, n'est-ce pas, à une entente, de manière à parvenir à une résolution du conflit. Et jusqu'à présent, c'est ce que l'État haïtien et l'État dominicain ont toujours fait. Lorsque, en 2021, de mémoire, n'est-ce pas, on a lancé des travaux, n'est-ce pas, où on a repris ces travaux-là, eh bien, il y a eu une commission bilatérale, une commission bipartite, une commission transnationale, et l'État haïtien avait choisi, n'est-ce pas, enfin, avait calmé, si vous voulez, les inquiétudes ou les angoisses de certains hommes d'affaires ou bien de certaines parties prenantes dominicaines, et la chose, n'est-ce pas, a été réglée. Et je vous ai dit que ce qui fait l'objet de conflits maintenant, c'était des travaux de canal qui ont été initiés par feu le président Jovenel Moïse, de manière à permettre
à des gens de la région de Maribou, à des gens de la ville de Ouanamètre, dans le département du Nord-Est, d'irriguer quelque chose comme 3000 hectares de terre. Ces travaux ont été abruptement interrompus par l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et tout récemment, la population civile haïtienne, je dis bien la population civile haïtienne, a décidé de reprendre ces travaux, toujours dans le même but, toujours avec la même finalité. Ce n'est pas un nouvel ouvrage, ce n'est pas un nouveau canal, ce sont les mêmes travaux, le même ouvrage, le même canal initié par le président Jovenel Moïse que la population haïtienne décide de poursuivre. Pour quelle raison? Pour irriguer ces terres. Mais notez encore une fois, notez l'absence de l'État haïtien là-dedans. Ce n'est pas l'État haïtien qui voit la nécessité de reprendre ces travaux de la rivière Massacre pour irriguer les terres de la population civile. L'État haïtien s'en fout. De toute manière, l'État haïtien n'a pas été placé là pour servir la population haïtienne. Il est placé là pour suivre l'agenda défini par le Canada, défini par les États-Unis, défini par la France, en sorte que la population civile haïtienne n'arrive pas à irriguer ces terres. Ariel Henry s'en fout royalement. Vous notez que ce n'est pas un ministère étatique, ministère de l'Agriculture ou ministère des Ressources naturelles ou ministère des Affaires étrangères qui s'est préoccupé de la relance de ces travaux. C'est la population civile haïtienne qui, à main nue, littéralement à main nue, il faut aller regarder les photos, il faut aller regarder les vidéos, c'est la population haïtienne qui, à main nue, décide de poursuivre les travaux laissés à l'assassinat de Jovenel Moïse, de manière à irriguer ces terres. Dès que ces travaux ont été repris, le président dominicain Abinader s'est comporté comme une espèce d'hyper-président, car il ne s'est pas comporté comme le président de la partie de l'Est de l'île. Nous habitons la même île, nous habitons le même territoire, partagé arbitrairement, ça c'est important, parce que tous les accords signés entre l'Espagne et la France, et c'est pour cela que Toussaint Louverture s'est battu pour, n'est-ce pas, occuper la partie Est de ce qu'on appelle aujourd'hui la République dominicaine. C'est pour cela aussi que le premier homme d'État haïtien, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, a tenté de récupérer cette partie du territoire qui, techniquement, appartient, il faut le dire, il faut dire les vraies choses, appartient au peuple haïtien. Il y a un principe en droit international. Nous avons battu, nous avons vaincu celui qui s'était autoproclamé propriétaire de cette terre, l'État français. Alors, puisque nous avons battu l'État français, nous avons battu l'armée française, le droit international, en ce moment-là, a voulu que tout ce territoire-là nous appartienne. Au fait, jusqu'à la mort de Jean-Jacques Dessalines, eh bien, c'était comme cela que les chefs d'État haïtiens concevaient la chose. Il n'y avait pas deux pays sur le même territoire, il n'y avait qu'un seul pays, et dans l'esprit de nos ancêtres, Haïti devait être séparé des autres pays que par les mers. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais je tenais à faire cette précision. Mais là, c'est le président dominicain qui s'est comporté comme un hyper-président, ignorant qu'à l'ouest, il y a un pays à vocation souveraine, il y a une autre république qu'on appelle Haïti, ignorant justement des accords bilatéraux signés par son propre pays, je l'ai dit, soit en 1929 et en 1935, dès que la population civile haïtienne a choisi de reprendre le canal laissé à l'assassinat de Jovenel Moïse, Abinader y est allé avec des objections verbales dans un premier temps. Il y est allé avec de l'intimidation. Il a tenté même d'entrer sur notre territoire avec des militaires dominicains qui sont arrivés, n'est-ce pas, à nos frontières dans des chars blindés. Et il nous a
servi un ultimatum, voulant que si les travaux ne s'arrêtent, il allait fermer la frontière, il allait couper tout rapport commercial avec nous et il irait jusqu'à suspendre l'émission de tout visa à des ressortissants haïtiens. Notez encore une fois, lorsqu'Abinader a fait cela, il n'a pas consulté l'État haïtien car dans son esprit, il n'y a pas d'État haïtien. Lorsque Abinader a fait ça, il n'a pas consulté, si vous voulez, l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, car il y a des pratiques en diplomatie. Quand du côté de l'autre frontière, eh bien, il y a des choses qui se font qui ne vous font pas plaisir, eh bien, la diplomatie prévoit un certain nombre de règles, un certain nombre de pratiques. Si Abinader considérait qu'il y avait véritablement un État haïtien, si Abinader considérait qu'il y avait véritablement un gouvernement haïtien, le premier geste qu'il poserait serait de rappeler, n'est-ce pas, l'ambassadeur ou de convoquer l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine pour consultation. Et là, le gouvernement dominicain exprimerait, si vous voulez, ses désaccords par rapport à ce qui se fait sur la frontière autour de la rivière Massacre. Il demanderait à l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine de transmettre à son gouvernement, c'est-à-dire à son vis-à-vis, le président ou le chef de gouvernement haïtien, ses désaccords, et il demanderait à ce que cela se règle. Et on serait en droit d'assister, si vous voulez, à un rappel des diplomates de chaque côté de la frontière. La République dominicaine, si elle n'était pas contente, n'est-ce pas, serait dans ses droits, après avoir convoqué l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, elle serait dans ses droits de rappeler son propre ambassadeur selon l'expression convenue ou l'expression consacrée pour consultation, et l'État haïtien rappellerait lui aussi, n'est-ce pas, son ambassadeur pour consultation, et l'État haïtien le ferait après avoir convoqué à son tour l'ambassadeur de la République dominicaine à Port-au-Prince, de manière à exprimer à l'ambassadeur de la République dominicaine à Port-au-Prince ses propres désaccords. Mais vous notez que Abinader ne considère même pas qu'il y a des représentants officiels haïtiens avant d'annoncer ces sanctions, avant de les prendre, ces sanctions, avant d'annoncer son ultimatum, avant de le mettre, cet ultimatum, à exécution. Il n'a même pas pensé à faire ce que l'élégance diplomatique commande en la matière, c'est-à-dire convoquer l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, rappeler son propre ambassadeur, n'est-ce pas, accrédité à Port-au-Prince. Et dans un troisième temps, n'est-ce pas, y aller de menaces avant de mettre ces menaces à exécution. Rapidement, sans convoquer l'ambassadeur d'Haïti à Port-au-Prince, sans rappeler son propre ambassadeur, il y est allé d'ultimatum en se faisant accompagner de militaires dans des voitures blindées, comme quoi pour Abinader, il n'y a pas d'homologues haïtiens. Pour Abinader, il n'y a pas d'État haïtien. Pour Abinader, il n'y a pas de gouvernement haïtien. Abinader se conçoit comme une espèce d'hyper-président des deux États sur la même île. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe.
Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Bon. Je vous disais au début de l'émission, s'il ne s'agissait que du droit international, le débat n'aurait même pas eu lieu. Car c'est Abinader qui va perdre dans cette affaire. Il est déjà en train de perdre. Je vous dis pourquoi. 1. Haïti, hélas, importe à peu près tout de la République dominicaine. Donc, si vous décidez de couper les liens commerciaux avec Haïti, c'est pas compliqué. Haïti, rapidement, va se tourner vers d'autres pays de la région. Nous sommes dans la région des Caraïbes. Haïti va se tourner vers d'autres États comme la Jamaïque. Haïti va se tourner vers d'autres États encore et va importer tout ce qu'il importait jusque-là de la République dominicaine. Donc, ce rapport commercial inégal entre la République dominicaine et Haïti ferait en sorte que si la République dominicaine ferme ses frontières, mais c'est la République dominicaine qui, au final, perdra de l'argent frais. Quand la République dominicaine décide de ne plus émettre de visa, n'est-ce pas, à quelques ressortissants haïtiens d'Haïti, mais au final, c'est la République dominicaine qui va perdre parce que quand un ressortissant haïtien sollicitait un visa dominicain, il payait plusieurs centaines de dollars américains pour cela. Et quand il y allait légalement, mais il injectait de l'argent neuf dans l'économie dominicaine. Pensez seulement à ce que la population estudiantine haïtienne représente en République dominicaine, mais c'est beaucoup d'argent. Des économistes ont déjà évalué cela à plusieurs centaines de millions de dollars américains par année. Donc, pendant combien de temps encore l'État dominicain, Abinader, pourra-t-il continuer à faire le fanfaron? Pendant combien de temps encore pourra-t-il continuer à faire le brave sans que le secteur des affaires ne dise à Abinader, écoutez, c'est bien beau de jouer le fort, la vérité c'est que Haïti rapporte beaucoup d'argent à la République dominicaine. Donc d'une certaine manière, Abinader va perdre la face s'il ne l'a déjà perdu. Mais d'un point de vue pratique, tout le secteur de la construction, le secteur hôtelier, si vous y êtes déjà allé, le secteur hôtelier, vous savez que l'économie dominicaine repose en grande partie sur le tourisme. Après avoir longtemps, après s'être reposé longtemps sur l'industrie sucrière, maintenant l'économie dominicaine repose en grande partie sur le tourisme. Or, qui dit tourisme, n'est-ce pas, dit des gens qui sont capables de parler plusieurs langues, des gens qui sont capables de parler le français, puisque une bonne partie de la clientèle touristique canadienne vient du Québec francophone. Donc, quand vous avez une économie qui repose en grande partie sur le tourisme, vous avez besoin de gens qui soient en mesure de parler la langue de ces touristes et qui, 9 fois sur 10, parlent plusieurs langues. Vous avez besoin de gens, n'est-ce pas, qui puissent offrir des services, si vous voulez, d'entretien ménager ou, n'est-ce pas, dans les chambres, etc. Et si vous êtes déjà allé dans un hôtel en République dominicaine, vous verrez que dans ces zones touristiques-là, eh bien, c'est la main-d'œuvre haïtienne pour plusieurs raisons, parce que les Haïtiens parlent plusieurs langues, les Haïtiens sont réputés être francophiles. Et puisque les Haïtiens sont réputés être francophiles à défaut d'être francophones, donc ils représentent un bon vis-à-vis pour les Québécois qui amènent la manne touristique dans l'économie dominicaine. Et enfin, je vous l'ai dit, le secteur de la construction dominicain dans plusieurs régions compte énormément, pour ne pas dire exclusivement, sur la main-d'œuvre haïtienne. Donc, il y a une limite à jouer à l'intéressant. Il y a une limite à jouer au fanfaron.
la fanfaronnade n'a pas toujours tué, sauf que dans ce cas-là, la fanfaronnade d'Abinader risque de lui faire perdre la face s'il ne l'a déjà perdue. Et la population haïtienne, qu'il faut distinguer des politiciens haïtiens, n'est pas une population à plat ventriste. C'est une population intelligente. C'est vrai que quelque chose comme 52 ou 55% de cette population ne sait ni lire ni écrire. Sauf que ne pas savoir lire ou écrire dans les livres occidentaux ne signifie point qu'on soit incapable de comprendre, justement les rapports de force. La population haïtienne comprend les rapports de force. Allez écouter ces vox pop qui sont menés par des journalistes improvisés comme cela auprès de la population civile haïtienne. La population civile haïtienne du département du Nord-Est n'en a que faire des sanctions d'Abinader. La population civile haïtienne est solidaire de ce projet et elle est déterminée à le poursuivre. Donc Abinader va rapidement perdre la face et nous savons comment fonctionnent ces gens-là. Il est sûrement en train de parlementer avec les politiciens haïtiens qui généralement sont des aplaventristes, des politiciens haïtiens qui vont chercher à régler le problème parce que eux, ils ont des maisons en République dominicaine, honte à eux, ils ne construisent pas leur pays mais ils achètent des maisons en République dominicaine. Beaucoup d'entre eux ont des entreprises en République dominicaine. Ils ne sont pas foutus de créer des entreprises chez eux, mais ils ont des entreprises en République dominicaine. Beaucoup d'entre eux, n'est-ce pas, vont, si vous voulez, tout faire pour que Abinader revienne sur ses paroles et que les choses puissent reprendre comme auparavant entre les deux pays. Donc, il faudra être vigilant vis-à-vis des Ariel Henry de ce monde. Il faudra être vigilant vis-à-vis des Généus de ce monde, soi-disant ministres des Affaires étrangères. Il faudra surtout être vigilant vis-à-vis de la malveillante classe des affaires haïtienne. Pourquoi? Parce que vous avez des gens en Haïti qui se contentent de faire des saloperies, autrefois j'aurais dit des chinoiseries en République dominicaine. Vous savez qu'il y a des produits qui sont conçus en République dominicaine et on écrit là-dessus exclusivement pour Haïti. Donc ces produits-là ne sont faits que pour Haïti parce que la qualité de la marchandise laisse à désirer. Et le pire, c'est le secteur des affaires haïtien qui accepte de fermer les yeux sur, n'est-ce pas, la très mauvaise qualité de ces produits fabriqués en République dominicaine, mais pour les Haïtiens. Alors le secteur des affaires va sûrement tenter de faire des compromissions avec Abinader et muni de cette garantie qu'Abinader va ouvrir les frontières, eh bien le secteur des affaires va sûrement exercer des pressions sur Ariel Henry, qui lui-même exercera des pressions sur la police haïtienne, et ce ne serait pas étonnant que l'on voit la police haïtienne débarquer dans la ville de Ouanamed pour forcer la population civile à arrêter les travaux. On a déjà vu ça. On a déjà vu la population haïtienne fermer des frontières à Dahbon et pour voir la police haïtienne débarquer, non pas pour protéger la population haïtienne, mais pour ouvrir cette frontière entre Fort-Liberté, Ouanamed et Dahbon parce que les produits dominicains périssaient ou pourrissaient entre leurs mains. Voilà pourquoi Ariel ne sait pas sur quel pied danser, il ne sait pas sur quel pied se tenir parce que le secteur des affaires va lui chauffer les fesses. Même si le droit est du côté de la population haïtienne, ce secteur des affaires qui veut justement brasser des affaires au mépris de tout principe de nationalisme élémentaire va forcer Ariel à régler la chose avec Abinader et la chose risque de se régler, si vous voulez, aux dépens de la population haïtienne. Mais pour l'instant, Abinader a réussi quelque chose malgré lui. Abinader a réussi l'unanimité de la population haïtienne contre lui. La chose se passe
dans le nord-est du pays, mais où que l'on se trouve en Haïti, que ce soit l'Haïti du dedans, c'est-à-dire les 27 km², ou l'Haïti du dehors, c'est-à-dire les 4,5 millions d'Haïtiens qui y vivent en diaspora, eh bien, Abinader a réussi l'unanimité contre lui, et c'est lui qui paraît comme un imbécile, c'est lui dont le racisme saute aux yeux, c'est lui qui paraît comme un ignorant, qui ignore justement ses propres accords que son État a signé avec Haïti. C'est lui qui ignore la résolution qui a été passée en 2021, ça veut dire tout récemment, par rapport à la construction de ce canal. Et puisque lui-même s'en va en élection, et il s'est toujours comporté comme un hyper-président, et c'est important de dire ça, il s'en va en élection. Or, en République dominicaine, le dossier haïtien, c'est un dossier qui rapporte des votes. Il suffit que, si vous voulez, le politicien ou le candidat donne l'impression qu'il est dur vis-à-vis du dossier haïtien. Il s'agit pour lui de montrer qu'il est, si vous voulez, intransigeant vis-à-vis des Haïtiens pour qu'il obtienne des votes. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a comme une espèce d'enchère, il y a comme une espèce de concours. Le politicien qui se montre le plus intransigeant, le politicien qui se montre le plus raciste, le politicien qui se montre le plus prêt à violer, n'est-ce pas, des accords avec Haïti, c'est celui-là qui va remporter plus de votes. Et là, Abinader, qui veut se faire passer pour quelqu'un de l'extrême droite parce qu'il veut aller chercher cet électorat-là, eh bien, il va taper sur Haïti, il va taper sur les Haïtiens, quitte à violer au passage ses propres accords. Mais là, il sait qu'il n'est pas du côté du droit. Ce qu'il fait là, c'est tout simplement un show à consommation locale, mais du point de vue transnational, du point de vue international, pour éviter de perdre la face devant le droit international. Vous allez voir, il va demander à Ariel de régler cette affaire. Vous allez voir, le secteur des affaires haïtien va faire pression sur Ariel pour que ce dernier envoie la police de manière à disperser la population qui est en train de construire ce canal. Soyons vigilants. Oui, la population haïtienne est déterminée à utiliser le cours d'eau de la rivière Massacre de son côté pour irriguer ces 3000 hectares de terres agricoles. Mais puisque l'État haïtien n'existe pas, ou s'il existe, il n'existe pas pour les Haïtiens, puisque le gouvernement haïtien n'existe pas, ou en tout cas s'il existe, il n'existe pas pour les Haïtiens, puisque ces salopards-là, qu'on appelle Premier ministre ou ministre de je ne sais quoi, ne travaillent pas en faveur de la population haïtienne, il faudra surveiller comment cette affaire va se terminer. En tout cas, ce qu'Haïti est en train de vivre là, c'est une belle illustration de ce qu'on appelle en géopolitique aujourd'hui l'hypercolonisation. Et donc nous allons, pour vous aider à comprendre l'hypercolonisation que subit Haïti, vous réexpliquer, si vous ne le saviez déjà, ce que fut la colonisation, comment la colonisation l'a cédé à la néocolonisation et comment la néocolonisation qui parvient, n'est-ce pas, à la fin de toute vie utile est en train de le céder à l'hypercolonisation. On va voir les grands traits de l'hypercolonisation et comment, après l'avoir testée en Haïti, on est en train de la mettre en œuvre en Afrique. Pour quelle raison? Parce qu'on ne peut se passer de nos ressources naturelles, on ne peut se passer de notre main-d'œuvre. Car ne nous trompons pas, même dans ce conflit de la rivière Massacre, il ne s'agit pas que d'eau. Attention. La région du nord-est d'Haïti, plusieurs études ont été faites et des gens très crédibles nous ont déjà parlé des ressources que l'on trouve dans le département du nord-est. On parle d'or, on parle de cuivre, on parle de cobalt, on parle d'uranium. Eh bien, n'est-ce pas, ne pensez pas que Abinader ne soit jaloux que de notre eau. Il nous refuse le droit d'entreprendre quelque ouvrage que ce soit dans cette région, de manière à faire main basse sur nos ressources à nous, ces ressources naturelles qui sont bien établies par des études, même si d'autres intellectuels haïtiens, pour des raisons qui les regardent, disent qu'il n'y a rien en Haïti. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Vous vous souvenez de cet ancien Premier ministre de René Préval, Jean-Max Bellerive,
qui chantait sur tous les toits et sur toutes les scènes internationales, à savoir qu'il n'y a aucune ressource en Haïti, qu'il n'y a pas de mine, qu'il n'y a pas de pétrole. Il est même venu, n'est-ce pas, nous narguer ici à Montréal, à la Perle retrouvée, lorsqu'un journaliste lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous savez de ces études-là qui établissent des ressources naturelles ?» Et puis là, il s'est moqué de ce journaliste-là. Moins d'un an plus tard, ce même Jean-Max Bellerive qui niait l'existence de toute ressource naturelle en Haïti, suivez mon regard, siégeait sur le conseil d'administration du VCS Mining, une compagnie minière appartenant au feu le frère de Hillary Clinton. Et que faisait cette compagnie-là? Explorer ou exploiter les ressources minières d'Haïti, cette même Haïti dont Jean-Max Bellerive disait qu'elle était dépourvue de toute ressource. Donc, quand un intellectuel haïtien, qui qu'il soit, peu importe son titre, on s'en fout, vous dit péremptoirement qu'il n'y a pas de ressources en Haïti, envoyez-le promener. OK? Parce que des gens plus sérieux, avec des études plus sérieuses, prouvent le contraire. Et la principale raison de notre instabilité en géopolitique, c'est précisément l'existence de nos ressources. Quand il y a instabilité quelque part, vous pouvez être sûr que c'est parce qu'il y a ressources. Je lisais la semaine dernière, avec un petit sourire en coin, le fait que la Norvège ou la Suède de mémoire est en train de poursuivre 2 PDG de 2 compagnies minières qui exploitaient du pétrole au Soudan. Écoutez-moi bien, pourquoi on les poursuit, ces 2 PDG-là? Pour mieux exploiter le pétrole au Soudan, ils finançaient des groupes armés qui attaquaient, qui agressaient la population civile, de manière à ce que cette population civile puisse fuir des endroits où ces puits pétroliers existaient. Vous écoutez ça? Donc, vous regardez ce qui se passe au Soudan. La communauté des nations malveillantes a même scindé le Soudan en 2. Vous avez désormais Soudan du Nord, Soudan du Sud. Et vous dites, mais jusque-là, c'est un peuple qui vivait sur le même territoire. Pourquoi s'est-on senti obligé de scinder? Mais on découvre que derrière, c'est parce qu'il y a des puits pétroliers et des compagnies occidentales blanches qui veulent exploiter ces puits pétroliers aux dépens de la population soudanaise, finançaient les conflits, armaient, n'est-ce pas, des milices contre la population. Et là, c'est la Norvège, la Suède, qui est en train de poursuivre 2 PDG. Pour quelle raison? Parce qu'ils voulaient exploiter les puits pétroliers, ils finançaient les milices pour agresser les populations. C'est toujours comme ça. Il n'y a jamais de conflit dans des pays pauvres. En général, quand on est dans un pays démuni de ressources, la communauté internationale se désintéresse de cette communauté. Dès que des pays occidentaux s'intéressent à un pays, et c'est le cas d'Haïti, vous pouvez être sûr qu'il y a des ressources là. Et donc, quand un intellectuel, un savant, un scientifique vous dit qu'il n'y a pas de ressources, envoyez-le promener avec son doctorat. On s'en fout, on peut avoir un doctorat et être inféodé. Et être inféodé à l'idéologie occidentale contre son propre pays, c'est ce que Jean-Max Bellerive nous a fait, et c'est ce que d'autres érudits, d'autres savants haïtiens sont en train de nous bassiner aujourd'hui, à savoir qu'il n'y a pas de ressources. Foutaise. S'il n'y avait pas de ressources chez nous, il n'y aurait pas cette instabilité, soyons clairs. Donc maintenant, comprenons ce qu'est l'hypercolonisation au regard de la colonisation et de la néocolonisation. On s'arrête ici, je vous reviens avec ces distinctions ô combien utiles pour nous aider à comprendre ce qui se passe en Haïti et ce qui est en train de se déployer en Afrique. À tout à l'heure. Il se trouve qu'un hashtag qui au départ était interne à la communauté noire, lorsque Alicia Garza et ses amis organisent plus que jamais, ou du moins écrivent cette lettre d'amour à la communauté noire, c'était une discussion interne pour dire aux nôtres, nos vies comptent. Ça a du sens. Mais lorsque les médias néolibéraux américains reprennent ce hashtag, ils donnent une connotation victimaire à ce hashtag et poussent notre population à se présenter comme des mendiants demandant à l'Occident « Hé, nos vies comptent, s'il vous plaît, respectez-nous ». Mais il y a bon nombre de Noirs qui ne se sentent pas concernés par ces réalités. En Occident, être noir, c'est une place qu'on vous assigne, celle du plus bas échelon social.
c'est être porteur d'un crime qui ne dit pas son nom, au point de courir le risque constant de se faire interpeller par la police, jusqu'à 5 fois plus que les autres communautés. Être noir, c'est accuser un taux de chômage jusqu'à 2 fois plus élevé que les autres communautés. Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, invente sur mon site www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Procurez-vous votre copie maintenant. Pour comprendre le comportement d'Abinader, qui agit comme un hyper-président, et il n'est pas seulement le président de la République dominicaine, il se comporte comme un hyper-président, c'est-à-dire le président de cet autre territoire transnational, qui à toute fin pratique n'a pas d'État, qui à toute fin pratique n'a pas de gouvernement, parce qu'aucun des dirigeants n'est légitime, aucun des dirigeants n'est choisi par la population haïtienne. Les dirigeants d'Haïti sont au fait des dirigeants de Washington, des dirigeants d'Ottawa et des dirigeants de Paris, accrédités par Ottawa, Washington et Paris et imposés au peuple haïtien. Bien, pour comprendre le comportement d'Abinader, il faut placer son comportement d'hyper-président dans le contexte d'hyper-colonisation, théorie qu'on est en train de tester en Haïti, qu'on teste depuis 2004, qui porte des fruits, puisque l'hyper-colonisation vise essentiellement à déstructurer un État, à faire d'un pays un territoire transnational, et en ce sens, on réussit ce foutu coup en Haïti, et puisqu'on l'a réussi en Haïti, on l'a transposé en Libye, et on veut le reproduire dans d'autres pays africains. C'est important. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hypercolonisation? Pour comprendre l'hypercolonisation, il faut d'abord savoir ce que c'est que la colonisation. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? Voyons la chose d'un œil pratique. Vous avez, en tant que pays, beaucoup de ressources. Vous avez, en tant que continent, toutes les ressources dont les humains ont besoin. L'eau, un vaste territoire, des ressources naturelles. C'est en Afrique qu'on retrouve, n'est-ce pas, toute la faune animale. C'est en Afrique qu'on retrouve toute la flore avec sa diversité. Et vous avez, sur un petit continent, Europe, des populations qui sont privées de tout et qui décident de faire main basse sur les ressources de ce continent-là qu'on appelle l'Afrique. La colonisation se déroule de cette manière. Vous avez quelque chose dont j'ai besoin. Je refuse de l'acheter. Je refuse de négocier avec vous. Je refuse, n'est-ce pas, de vous reconnaître le droit de l'avoir, ce quelque chose dont j'ai besoin. C'est pas compliqué, je débarque chez vous. Je déclare que votre territoire m'appartient désormais au nom de ma religion, au nom du fait que vous n'existez pas comme État. Toute la doctrine de la découverte repose sur cela. Et quant à vos ressources, je vais vous réduire en esclavage pour que vous les exploitiez pour moi. C'est ça la colonisation. Et tous les pays européens y ont trempé. La Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal. Donc la colonisation, qu'est-ce que c'est? Vous avez quelque chose dont j'ai besoin, je refuse de le payer, je débarque chez vous, je reste chez vous, je vous réduis en esclavage, je vous oblige à travailler pour moi, à exploiter vos propres ressources, mais pour mon enrichissement à moi. Et c'est ainsi donc que ces Européens ont saccagé l'Afrique, ils ont saccagé sa population. Ils ont déporté pas moins de 300 millions de ressortissants africains vers, n'est-ce pas, l'Amérique. Et c'est ça, la colonisation. Et on l'a vu. À un moment donné, l'esclavage, la colonisation vont avoir mauvaise presse. Ces pays européens qui ne peuvent se passer
de nos ressources humaines, donc notre main-d'œuvre, notre cerveau, qui ne peuvent se passer de nos ressources naturelles, car en Afrique, on trouve de tout. Ils vont donc concevoir quelque chose d'autre, nous donner l'impression que nous sommes indépendants sans que nous ne le soyons vraiment, et donc ils vont concevoir la néocolonisation. Et pour comprendre la néocolonisation, vous devez vous arrêter à la doctrine française telle que l'État français conçoit ses rapports avec les pays africains anciennement colonisés par la France. Et pour comprendre ce qu'on appelle la France-Afrique, il faut absolument étudier l'époque de Charles de Gaulle, 4e, 5e République, mais il faut surtout s'arrêter à un salopard indigne même de l'enfer des chrétiens du nom de Jacques Foccart, car on l'appelle le prince des ténèbres, qui assassine les dirigeants africains, c'est lui qui les empoisonne, c'est lui qui déstabilise, n'est-ce pas, les pays africains, et c'est même lui qui met en place, si vous voulez, toute la doctrine de la France-Afrique, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. C'est même lui qui met en place tout ce qu'on appelle la CFA. La CFA a toujours existé pendant la colonisation en tant que telle, mais pendant la néocolonisation, va imprimer à cette monnaie une nouvelle orientation. Et donc, pour comprendre la néocolonisation, il faut s'arrêter à ce salopard, ce doctrinaire, ce théoricien du rapport inégal entre la France et l'Afrique. C'était le secrétaire général de l'Élysée, non seulement sous Charles de Gaulle, mais dans les gouvernements successifs, en ce qui a trait au rapport de la France avec l'Afrique. Lui, la première des choses qu'il va dire, c'est que la France ne pourra jamais se passer des ressources africaines. Et notez cela, il le reconnaît dans des entrevues qu'il donne, il le reconnaît dans les notes qu'il prenait, parce qu'il a pris énormément de notes. Il dit que la France n'est que parce que l'Afrique existe. Et donc si la France veut continuer à rayonner dans le monde, si la France veut continuer à briller, si la France veut continuer à être reconnue, à compter parmi les pays qui comptent, la France ne pourra jamais se passer de l'Afrique. Et donc la France qui est entrée en Afrique, c'est pour ne jamais en sortir. Et convaincu de cela, a convaincu des chefs d'État pour lesquels il a travaillé, pensons à Charles de Gaulle, pensons même à François Mitterrand. Et puisque la France ne pourra jamais exister sans l'Afrique, la France n'est que parce qu'il y a l'Afrique, eh bien, Charles de Gaulle va mandater Jacques Foccart, qui est un assassin. D'abord, c'est un homme d'affaires un peu nébuleux, qui fait dans toutes sortes de commerces. C'est l'homme de main de Charles de Gaulle. Quand on veut assassiner un opposant, mais c'est Jacques Foccart qui s'en occupe. Lui-même, il avait plein mandat pour s'occuper, si vous voulez, de la diplomatie française en Afrique, et il empoisonnait au thallium, plus souvent qu'autrement, n'est-ce pas, des opposants africains à la doctrine française de l'Afrique. Et lui, il va développer ce qu'on appelle la néocolonisation de la France en Afrique, ce qu'on appelle techniquement la France-Afrique. Sur quoi donc repose la néocolonisation telle que la conçoit Jacques Foccart? Bien, la première des choses, c'est qu'il nous faut vendre à ces Africains notre propre narratif à nous. D'abord, notre narratif commence par nos religions. Il faut leur donner notre Jésus à nous. Il faut leur donner notre christianisme à nous. Il faut leur donner notre bondieuserie à nous et faire en sorte que eux, ils ignorent leur propre spiritualité. Reconnaissons que ça a marché. Quand on voit le nombre de religions chrétiennes, le nombre d'églises évangéliques, quand on voit, n'est-ce pas, comment les églises évangéliques africaines sont devenues même plus zélées que les églises en Amérique ou en Occident, reconnaissez que Jacques Foccart savait par quel fil nous tenir, il savait par quelle chaîne, n'est-ce pas, entraver notre cerveau. Deuxième élément de la néocolonisation, disait Jacques Foccart, c'est l'école. Vous savez, pendant longtemps, on a posé la question s'ils savaient envoyer des Noirs à l'école. Au début, on disait, écoutez, il fallait seulement leur apprendre à compter. Parce qu'apprendre à compter peut être utile, ne serait-ce que sur les fermes, compter le nombre d'animaux, compter le nombre d'arbres.
Jacques Foccart, était de l'avis contraire. Il dit au contraire. Il faut former une certaine élite noire de manière à laisser croire aux Noirs qu'ils dirigent leurs propres affaires. Ces élites noires, nous allons les former dans un premier temps en Afrique et dans un second temps chez nous. Et le but de cette formation, j'en parle justement dans mon livre « Être noir, une fabrication occidentale », eh bien le but de cette formation que le pays colonisateur qu'est l'État français va donner aux élites noires, c'est de porter ces élites noires à aimer la France plus que leur propre pays. Et encore une fois, reconnaissons que Foccart a réussi. Avez-vous déjà entendu des élites noires, haïtiennes, des élites africaines discuter de Paris? Oh là là! Mais Paris, c'est pas compliqué, c'est le paradis. Paris, c'est pas compliqué, mais bon Dieu, c'est un morceau de l'autre monde sur Terre. Et le plus grand plaisir qu'un intellectuel noir, qu'il soit africain, le plus grand privilège qu'un intellectuel noir, qu'il soit haïtien, n'est-ce pas, ou antillais puisse avoir, c'est d'avoir été à Paris. Mais c'est pas compliqué, c'est l'œuvre de Jacques Rocard, former une élite de manière à ce que cette élite aime la France plus que son propre pays. Et Jacques Rocard dit, c'est cette élite-là qui aura à terme pour mission de maintenir la colonisation en Afrique sans qu'on ne voit nécessairement les têtes françaises. Encore une fois, malgré tout le respect que je peux avoir pour un homme comme Senghor, reconnaissons que Senghor était beaucoup plus au service de la France au Sénégal qu'il n'a été au service du Sénégal. C'est ce Senghor qui n'a pas eu froid à l'œil quand il a dit, écoutez, si la France a colonisé l'Afrique, c'est parce que l'Afrique était colonisable. Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour Senghor, que j'ai rencontré quand j'avais 7 ans. Il est entré dans ma ville et j'ai eu le bonheur de le rencontrer. Mais quand on prend le temps d'étudier l'œuvre de Senghor, mais il est plus français que sénégalais. Car c'est l'œuvre de Jacques Foccart. On va former des élites qui vont aimer la France plus que leur propre pays, et ces élites-là, qu'elles soient dans le secteur scientifique, qu'elles soient dans le secteur politique, qu'elles soient dans l'administration publique, ces élites-là auront pour mission essentielle de maintenir le contrôle de la France sur ces pays-là. D'ailleurs, on a appelé Foccart, en ce sens-là, Monsieur Afrique, parce qu'il comprenait si bien l'homme noir, il comprenait si bien l'Afrique que, même lorsque on avait des présidents noirs, même lorsqu'on avait si vous voulez, une élite noire, ces gens-là étaient au service de la France et maintenaient le contrôle de la France sur ces ressources-là. Puisque le but de la néocolonisation, c'est de faire en sorte que la France ne parte jamais de l'Afrique, eh bien, pourquoi la France tient-elle tellement à rester en Afrique? C'est pour ses ressources. Et donc, Jacques Foccart va rédiger un certain nombre d'accords secrets avalisés par Charles de Gaulle qu'on va entrer dans la gorge, n'est-ce pas, des pays africains, 13 ou 14 pays africains anciennement colonisés par la France. Et au terme de ces accords secrets, le sous-sol des pays africains appartenait aux Français, n'est-ce pas? Quand on découvrait une nouvelle mine, une nouvelle ressource, eh bien, les compagnies françaises avaient l'exclusivité de ces exploitations et c'est l'armée française qui devait exclusivement mettre sur pied ou mettre, n'est-ce pas, sur place une armée dans ces pays-là et ces armées africaines avaient l'obligation d'acheter des armes françaises. Si vous continuez à appeler ces pays-là des pays indépendants, c'est que vous ne comprenez absolument rien à l'indépendance. Quand votre sous-sol appartient à un autre pays, quand votre élite est formée par un autre pays de manière à aimer cet autre pays aux dépens de son propre pays, si vous voulez, quand votre propre armée est formée exclusivement par cet autre pays comme une armée de répression intérieure, vous pouvez continuer à proclamer votre indépendance et vous notez que vous n'êtes pas indépendant puisque dès que vous vous opposez à une politique française, c'est pas compliqué, vous êtes assassiné.
Jacques Foccart avait toute une liste de personnes à faire assassiner. Vous n'avez même pas besoin de parvenir au pouvoir. Dès que vous étiez quelqu'un d'influent dans un pays africain et que vous commenciez à faire parler de vous, c'est pas compliqué, vous êtes assassiné. Et la France d'aujourd'hui continue à suivre cette méthode. N'a-t-on pas assassiné jusqu'à tout récemment encore le très utile, le brillant intellectuel guadeloupéen Omotunde. Dès que vous commencez à conscientiser votre population, à se révolter contre la mainmise française, eh bien, les services secrets vous ont à l'œil et ils vont finir par vous assassiner. Ça, c'est la méthode Foccart. Mais pire, qui dit monnaie dit souveraineté. D'ailleurs, l'une des prérogatives régaliennes de l'État, c'est battre monnaie. On est État souverain parce qu'on peut battre monnaie. Foccart a dit non. Ces États africains, même s'ils se proclament indépendants, on ne va pas leur laisser le droit d'avoir leur propre monnaie. On va les obliger à avoir une monnaie que nous, les Français, créons spécifiquement pour eux, le franc CFA. Et ce franc CFA sera émis, je vous le donne en mille, non pas dans les capitales africaines, mais ce franc CFA sera créé, conçu et émis depuis Paris. Et puisque je ne vous reconnais aucune souveraineté monétaire, écoutez bien, chacun de ces pays africains, regardez l'exploitation. Quand je vous dis que l'État français, c'est un État pilleur, c'est un État exploiteur qui n'a aucun égard pour les droits de l'homme, non seulement est-ce la France qui émettait les francs CFA pour les pays africains, mais écoutez bien, 85% du PIB de chacun de ces États, et c'est encore le cas, à l'exception du Mali qui s'est retiré de cette affaire, à l'exception du Burkina Faso qui s'en est retiré aussi, chacun de ces États-là devait déposer 85% de son PIB dans une banque française qui ne rendait pas compte de ce qu'elle en faisait. Cette banque française investissait ces 85% là de ces divers pays sur la bourse et à un moment donné, selon les économistes, ces divers dépôts des pays africains rapportaient jusqu'à 500 milliards de dollars américains par année à la France. Et pourtant, c'est ce même État français qui continue de dire que le Mali est un pays pauvre, que l'Afrique est un continent pauvre et qu'il faut soutenir l'Afrique en l'aidant du mieux qu'on peut. C'est cette même France, n'est-ce pas, qui méprise la population africaine aux dépens de laquelle elle s'enrichit. Écoutez, nous devons aussi avoir le contrôle des médias. Pour avoir le contrôle des médias, il faut penser à une tribune autour de laquelle on va réunir ces pays-là pour défendre la langue du maître, l'idée de la francophonie, n'est-ce pas? De l'agence de la francophonie existait déjà dans la tête de Jacques Rocard, réunir ces anciens esclaves, réunir ces anciens colonisés autour d'un projet qui consiste à défendre la langue du maître aux dépens des langues nationales. Vous notez que nous avons été scolarisés pas dans nos langues maternelles, pas dans nos langues locales, mais dans la langue du maître, ce qui est en soi un épistémicide. Il faut contrôler les médias. Chez nous, c'était en Haïti, en tout cas quand je grandissais, c'était un privilège de pouvoir écouter RFI ou toute autre radio française. Et les meilleurs speakers, c'était ceux-là qui arrivaient à imiter, à singer, si vous voulez, l'ancien colonisateur. Jacques Rocard réussit son coup, encore une fois. Et l'autre pilier de la néocolonisation au regard de Jacques Rocard, c'est l'émigration. Faire en sorte que les plus brillants Africains ne restent jamais chez eux, on va leur offrir des postes chez nous, en sorte qu'il n'y aurait jamais de développement des pays africains. Reconnaissez que ces piliers de la néocolonisation, que ce soit les religions importées, que ce soit la scolarisation des élites de manière à les porter à aimer la France aux dépens de leur propre pays, ces élites intellectuelles qui vont donner des élites politiques qui vont exécuter l'agenda de la France plutôt que leur propre agenda. Pensez à un gars comme Senghor, pensez à un gars comme Ouattara. Oh là là!
la parfaite illustration de la doctrine Jacques Foccart, c'est précisément Ouattara, docteur en économie de la France, n'exécutant que la volonté du Quai d'Orsay, violant sa propre constitution, mais soutenu à bout de bras par les Français, tels que les Français ont soutenu, n'est-ce pas, les bongos pendant 65 ans, et l'émigration. Quand on a un brillant cerveau, on le garde chez nous. On lui offre des postes de telle sorte qu'il ne retourne pas chez lui développer son pays. Et si jamais il est tenté de rester chez lui, on va provoquer de l'instabilité politique, on va provoquer de l'instabilité sociale, on va dresser telle famille noire contre telle autre famille noire, finalement. Ce brillant cerveau ne restera pas chez lui pour développer son pays, pour développer sa ville. Il va se retrouver à Paris. Et 9 fois sur 10, c'est pas pour occuper un poste, n'est-ce pas, à la hauteur de ses compétences. C'est tout simplement pour dire à sa famille qu'il est à Paris. Donc voilà les piliers de la néocolonisation, telle que cette néocolonisation a été conçue par Jacques Foccart, un salopard de première, je le dis, indigne même de l'enfer des chrétiens. Sauf que, au cours des dernières années, la néocolonisation de Foccart est en train de toucher à sa fin de vie utile. Parce que les armées de certains pays africains ne reçoivent plus d'ordre, n'est-ce pas, de l'Élysée. Vous avez un colonel Goïta au Mali qui va refuser d'obéir au Quai d'Orsay. Vous voyez la même chose, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Et vous avez une jeunesse qui ne se considère plus comme France-africaine, une jeunesse qui reconnaît qu'elle vit sur un continent riche et que si sa population est appauvrie, c'est par la faute des pays anciennement colonisateurs, dont la France, et qui développe un sentiment légitime anti-français animé par des gens honorables comme Kémy Séba, comme Nathalie Yamb, comme d'autres intellectuels encore. Et cette néocolonisation est en train de toucher à sa fin. Vous savez, le grand avantage que l'ennemi détient par rapport à nous, c'est qu'il pense sur un temps long. Il peut voir l'érosion de sa propre doctrine et commencer à en concevoir une autre de manière à ne jamais perdre pied chez nous. Et, comme toujours, on va essayer autre chose en Haïti, ce qu'on appelle l'hypercolonisation. Dans la néocolonisation, qu'est-ce qu'on fait? On place une élite intellectuelle, élite politique, qui dirige en apparence, mais au profit du pays colonisateur. Dans l'hypercolonisation, on ne prend plus de chance de laisser des élites noires, on ne prend plus de chance de laisser, n'est-ce pas, les locaux diriger leur propre pays. Qu'est-ce qu'on fait? On leur enlève tout. On transmet l'autorité à une entité internationale et on change cette nation en un territoire transnational. On l'a essayé en Haïti. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, les États-Unis ont essayé leur première bombe en Haïti pendant leur occupation. Tout ce que les pays malfaiteurs veulent essayer, ils ne l'essayent pas chez eux, ils l'essayent d'abord chez nous, en particulier en Haïti. Si ça marche chez nous, ils le transposent ailleurs. Qu'est-ce que c'est que l'hypercolonisation? L'hypercolonisation, c'est d'enlever à un pays son statut de pays. C'est d'enlever à une nation son statut de nation et de faire en sorte que ce pays ou cette nation soit dirigée par une élite transnationale ou une entité internationale qui se trouve ailleurs et faire en sorte que ce pays, cette nation n'existe que sur papier et que désormais c'est un territoire transnational. Abinader l'a démontré. Haïti, pour moi, n'est pas un pays. Haïti, pour moi, n'a pas d'État. Haïti, pour moi, n'a pas de gouvernement. Je n'ai pas besoin de convoquer le ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Je n'ai pas besoin de rappeler mon ambassadeur. Je n'ai pas besoin de communiquer avec le chef de gouvernement haïtien. Pour moi, Haïti n'a pas d'État. Et donc, c'est un territoire transnational. Si cette population, soi-disant haïtienne, n'est-ce pas, s'arroge le droit de construire un canal à même la rivière Massacre, je vais l'empêcher de le faire parce que l'eau qui appartient également à Haïti, c'est d'abord et exclusivement à moi, à mon pays, parce qu'Haïti n'existe pas.
le Canada, les États-Unis, la France se comportent comme si Haïti n'existe pas en tant que pays. Dites-moi, imaginez qu'un président est assassiné. 2 jours après l'assassinat de ce président, dont les États-Unis portent d'abord la responsabilité, 2 jours après l'assassinat de Jovenel, les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies se réunit à l'instigation du Mexique, et vous avez les États-Unis, le Mexique, l'Union européenne, le Canada, un pays vassal des États-Unis, la France, bien sûr, comme pays malveillant. La communauté des nations malveillantes décide qu'il devait y avoir des élections en Haïti dans 90 jours. En fait, ce n'est pas la population haïtienne qui le souhaite, ce ne sont même pas des élus haïtiens qui l'ont dit. Il restait encore quelques élus haïtiens dans le Parlement haïtien. C'est une entité internationale qui dit, puisqu'Haïti n'est pas une nation, Haïti n'est pas un État, Haïti n'est pas un pays, c'est un territoire transnational qui est géré par une entité transnationale, eh bien cette entité transnationale qu'on appelle l'Assemblée générale des Nations Unies peut décider qu'il y aurait des élections sur le cadavre de Jovenel Moïse dans 90 jours. Pour comprendre ce qu'est l'hypercolonisation, non seulement le territoire n'est plus respecté en tant qu'entité souveraine, mais les dirigeants qui sont là, c'est nous qui allons les nommer sans même consulter la population. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Moins de 2 semaines après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est un tweet de la communauté des nations malveillantes qui décide qui serait Premier ministre d'Haïti. Mais ça, c'est l'hypercolonisation. Dans la néocolonisation, on se donne une certaine apparence démocratique. On organise des élections, on envoie des observateurs superviser ces élections. Il y a des résultats qui sont proclamés. Nous sommes dans la néocolonisation, mais dans l'hypercolonisation, on ne s'embarrasse pas de tous ces scrupules. Un tweet suffit. Et vous notez que depuis 2 ans qu'Ariel est là, Ariel n'a pas de contre-pouvoir, Ariel ne rend compte à personne, Ariel ne rend compte qu'aux entités internationales. Malgré le fait qu'Ariel n'est pas élu, malgré le fait qu'Ariel n'est pas légitime, mais il continue à être invité à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies par cette entité internationale. Et donc, quand on veut décider pour les Haïtiens, on ne consulte pas les dirigeants haïtiens comme cela pouvait se faire dans la néocolonisation. On prend la décision pour les Haïtiens, sans les Haïtiens, parce que depuis 2004, ça c'est important, la communauté des nations malveillantes, ayant à sa tête les États-Unis, le Canada et la France en ce qui a trait à Haïti, cette communauté des nations malveillantes a décidé que l'Haïtien ne pourrait pas choisir son président. On va lui imposer n'importe qui comme président. On nous a imposé Michel Martelly, même s'il n'était pas éligible au second tour. Et avant Michel Martelly, on nous a imposé un René Préval dès le premier tour, même s'il devait aller au second tour avec Leslie Maniga. On ne voulait pas prendre de chance avec Leslie Maniga. On nous a, pour revenir au PHTK, imposer un Michel Martelly, imposer un Jovenel Moïse. Quand il est devenu trop embarrassant, on l'a assassiné. Et depuis qu'on l'a assassiné, on nous impose un Ariel Henry qui ne rend compte à personne. D'ailleurs, vous notez que même Justin Trudeau, qui de temps en temps peut être sincère, quoique hypocrite, n'est-ce pas, fondamentalement, il a dit, écoutez, le Premier ministre haïtien ne prend pas au sérieux la question de l'insécurité. Fine. Quand on dit ça, conséquemment, on devrait dire, écoutez, mais il faut qu'il quitte. On devrait dire, écoutez, puisqu'il ne protège pas sa population, il est indigne de diriger, il faut qu'il laisse le pouvoir au profit de gens plus dignes. Non, on continue de le maintenir, on continue de le garder parce que, aux yeux du Canada, aux yeux des États-Unis, aux yeux de la France, Haïti n'est pas un pays. Haïti, c'est un territoire transnational qui doit être dirigé par des entités transnationales.
si Ariel Henry n'était pas leur homme, vous auriez déjà entendu des pressions. Écoutez, il est là, il ne rencontre à personne, il dirige par décret, son mandat est anticonstitutionnel, il n'organise pas d'élections, il ne protège pas sa population, il est de mèche avec les bandits, il est accusé dans le complot menant à l'assassinat de Jovenel. On sait tout cela, on le dit. Leurs services secrets le savent, mais ils s'en foutent parce que Haïti n'est pas une nation, Haïti n'est pas un pays, on est en train de tester l'hypercolonisation en Haïti. Ça a marché. On n'a pas d'élus, on s'en fout. Ça a marché. Le peuple haïtien n'est pas consulté dans des décisions qui sont prises sur Haïti, on s'en fout. Et on est allé transposer la même chose en Libye. Après que la France de Sarkozy, les États-Unis de Barack Obama ont assassiné Kadhafi, ils ont morcelé le territoire de manière à faire main basse sur les ressources libyennes. Et de là, des groupes djihadistes, des groupes terroristes ont essaimé dans tous les pays africains du Sahel de manière à tenter de reproduire ailleurs ce qui se fait en Haïti. Mais heureusement, l'Afrique est immortelle. L'Afrique est invincible. Que ce soit l'Afrique d'Haïti, je pèse mes mots, ou l'Afrique de l'Afrique mère. Au moment où la France s'apprêtait à reproduire dans tous les pays du Sahel le modèle qu'on a testé en Haïti, le modèle de la déstructuration des États, et qu'on a reproduit en Libye, au moment où on s'apprêtait à faire la même chose au Mali, où on s'apprêtait à faire la même chose au Burkina Faso, des militaires formés par la France ont dit non. Ils se sont rapprochés de la Russie et de la Chine et réclament un nouveau deal pour la gestion de leurs ressources et la gestion de leur destin politique. C'est ce qu'il nous faut faire en Haïti. C'est ce qu'il nous faut faire en Haïti. L'ennemi croit nous avoir vaincus, il croit nous avoir laminés, puisque sa théorie de l'hypercolonisation semble marcher. Pas d'élus haïtiens. Un territoire qui est géré par des entités transnationales. Une population qui n'a même pas le primum vivere. Ce qu'on veut, c'est faire quitter cette population pour gérer ses ressources à partir de Washington, à partir d'Ottawa, à partir de Paris. Mais ce que nos ennemis ignorent, c'est que 1 ou 2 soldats peuvent mourir, 1 ou 2 Haïtiens peuvent mourir, mais ce peuple est immortel, nous sommes invincibles, parce que nous sommes de la race de Dessalines, nous sommes de la race de Toussaint Louverture, nous sommes de la race de Boukman. Abinader va y goûter. Il se comporte comme le président d'un État, la République dominicaine, et l'hyper-président d'un territoire transnational qu'on appelle Haïti. Je mets Abinader au défi de casser la combativité du peuple haïtien dans le nord-est. Je le mets au défi de le faire. Il va y goûter. Il va devoir, n'est-ce pas, négocier un je ne sais quoi avec Ariel, qui va devoir faire quelque chose. Ce canal-là sera construit. Voilà, les amis, ce qu'est l'hypercolonisation. On vous enlève votre destin politique, on vous enlève votre territoire. Vous n'avez plus droit, plus de voix au chapitre. Toutes les décisions sont prises pour vous dans des officines d'entités internationales comme si vous n'existiez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut faire comme les Maliens, il faut faire comme, n'est-ce pas, les Burkinabés. Foutre un coup d'État à Ariel, le renverser par tous les moyens, mettre un commando sur place, le renverser et reprendre notre destin politique. J'espère vous avoir été utile, j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous aidera à réfléchir sur ce sort concocté sur Haïti ou contre Haïti depuis les officines du lac Meech à Ottawa, initiative d'Ottawa sur Haïti. C'est vraiment là qu'on a pris la décision de déstructurer définitivement l'État haïtien, l'hyper-colonisation, et de nous traiter comme des moins que rien, de manière à voler notre territoire, voler les ressources qui s'y trouvent et continuer à répéter que nous sommes pauvres. J'espère donc que cette émission vous a été utile. Vive Haïti, vive l'Afrique, vive les Africains, vive le peuple haïtien.
on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.